Bienvenue à tous. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire de perfectionnement du programme d'alphabétisation et de formation de base intitulé « De meilleures recherches pour de meilleures pratiques. Comprendre les caractéristiques, les expériences et les trajectoires des clients d'Ontario au travail à Toronto ». Je suis Tamara Katari du Literacy Link South Central. Je vous présenterai le reste de l'équipe cet après-midi. Pour commencer, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ces séances de perfectionnement pour professionnels de la littératie. Cette série de webinaires a été créée par les réseaux régionaux et les organismes provinciaux de soutien en littératie du programme d'alphabétisation et de formation de base de l'Ontario. Nous avons conscience qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à du contenu spécialisé pertinent en matière de développement professionnel et nous avons à cœur d'aider les formateurs du programme AFB avec des présentations sur des sujets qui sont importants pour eux et pour leur travail. Nous présentons ces webinaires en anglais depuis 2015-2016 et nous avons l'immense joie de vous annoncer que les transcriptions en français sont disponibles, comme vous pouvez le constater. À l'écran présentement, vous avez un lien vers tous les webinaires que nous avons organisés depuis 2015-2016. Ils ont été enregistrés, tout comme celui d'aujourd'hui le sera, pour permettre aux formateurs d'y accéder en tout temps, peu importe où ils se trouvent. Si vous avez des idées de sujets de webinaires, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante e-channel@contactnorth.ca. Le webinaire que nous vous présentons cet après-midi est le deuxième d'une série de 3 sur le thème des travailleurs pauvres. Nous vous rappelons que si vous suivez les 3 webinaires, que ce soit en direct ou en différé, vous pouvez demander à recevoir un certificat d'achèvement, ce qui est toujours bien vu dans un portfolio. Nous avons conscience que les programmes d'alphabétisation et de formation de base sont utiles à de nombreuses personnes qui tirent leur revenu d'Ontario au travail ou du POSPH. D'autres apprenants travaillent, mais doivent quand même quotidiennement prendre des décisions difficiles sur la manière de gérer les revenus limités dont ils disposent. Plus on comprend la réalité de ces gens-là, plus on va pouvoir concevoir et mettre en place des services qui répondent à leurs besoins, mais aussi pouvoir faire preuve d'empathie à leur égard, et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Il y a un peu plus d'1 an, quand l'organisme pour lequel je travaille, Literacy Link South Central, œuvrait sur un projet visant à mieux comprendre notre clientèle locale d'Ontario au travail, nous sommes tombés sur de merveilleuses recherches en cours au département des services d'emploi et sociaux, Employment and Social Services, de la ville de Toronto. Cette recherche était organisée à beaucoup plus grande échelle et était beaucoup plus approfondie que celle de Literacy Link. Nous avons été frappés par la qualité de cette recherche menée par la ville de Toronto. Étant donné l'augmentation du nombre de personnes inscrites au programme Ontario au travail et du temps consacré au dossier, nous voulions aider d'autres personnes à tirer des leçons de leurs recherches. Et c'est pour cela que nous les avons invités à venir en parler avec nous aujourd'hui. Je vous présente donc Christine Carrasco et Yuna Kim, qui seront avec nous cet après-midi. Christine est agente d'élaboration des politiques au département des services d'emploi et sociaux de la ville de Toronto. Elle a mené à bien un certain nombre de projets de recherche sur les méthodes qualitatives et mixtes dans le secteur universitaire. Elle voue une véritable passion aux services offerts aux populations à faible revenu et sous-représentées, et elle travaille à faire avancer les politiques et les initiatives de recherche qui peuvent être mises en place sur le terrain. Quant à Yuna, elle cherche des moyens d'allier recherche et pratique dans le but de mettre en place de bonnes politiques publiques. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'aide sociale, la santé publique, la toxicomanie et l'itinérance. Elle se passionne pour la recherche et l'étude des modèles économiques et trouve que les données qualitatives sont aussi importantes que les données quantitatives. Sans plus attendre, je vous présente Christine et Yuna. Bonjour tout le monde, moi c'est Yuna. Bonjour, moi c'est Christine. Tamara, merci infiniment pour cette belle présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici pour pouvoir présenter notre recherche.
Comme l'a dit Tamara, nous avons entrepris cette recherche il y a quelque temps dans le but de mieux comprendre certains éléments démographiques importants. Pour remettre les choses dans le contexte politique et professionnel de l'époque, la loi sur le programme Ontario au travail a été promulguée en 1997. À cette époque, à Toronto, les familles avec enfants constituaient la clientèle principale d'Ontario au travail, environ 60 %, et on considérait les personnes célibataires comme étant relativement autosuffisantes, ne nécessitant apparemment pas qu'on leur accorde trop d'attention. Fin 1999, les personnes célibataires représentaient toujours une minorité de la clientèle, environ 40 % des bénéficiaires d'Ontario au travail à Toronto. En 2001, même si ce groupe de population était encore considéré comme relativement autosuffisant, le nombre de personnes célibataires dépassait le nombre de familles. En 2011, on a commencé à constater que le nombre de personnes célibataires, surtout de jeunes hommes, augmentait au point de devenir le nouveau visage de l'aide sociale en Ontario. Plus récemment, en 2017, le gouvernement provincial a reçu une feuille de route pour le changement qui énonçait quelques 20 recommandations sur divers aspects liés au changement du paysage de l'aide sociale. C'est également en 2017 que fut lancé le projet pilote du revenu de base de l'Ontario. Comme vous le savez, le nouveau gouvernement a décidé de mettre fin à ce projet et de se lancer dans une nouvelle étude sur l'aide sociale. Un certain nombre de réformes ont déjà été proposées, mais nous attendons toujours des détails à ce sujet. Dans ce paysage politique en constante évolution, nous avons remarqué que les personnes célibataires étaient rarement au centre des discussions sur les politiques et la recherche, même si elles représentent une part de plus en plus importante de la clientèle d'Ontario au travail. L'étude sur les personnes célibataires vise à combler ces lacunes et à mettre délibérément l'accent sur les caractéristiques et les expériences des personnes célibataires bénéficiant d'Ontario au travail à Toronto. Cette étude visait à mieux cerner les caractéristiques de la clientèle d'Ontario au travail à Toronto, composée de personnes célibataires, de quelle manière leur proportion avait changé au fil du temps, les facteurs qui font que ces personnes finissent par trouver un emploi et les expériences et les besoins des personnes célibataires à Toronto. Pour répondre à ces questions, nous nous sommes basés sur diverses sources de données quantitatives et qualitatives. Nous avons commencé par fouiller dans les dossiers administratifs et avons trouvé quelques 69 000 personnes célibataires dépendant d'Ontario au travail à Toronto en 2016. Nous avons étudié ces différents cas, fait d'autres analyses de données en fonction de ces observations et en avons ensuite tiré des statistiques descriptives. Nous avons également mené des entrevues approfondies d'une durée de 1 à 3 heures avec 51 personnes célibataires. Au cours de ces entrevues, nous leur avons posé des questions sur leur parcours, leur réseau de soutien et leurs expériences avec Ontario au travail. Les participants ont également été invités à partager leurs espoirs pour l'avenir et à faire des suggestions sur la manière dont Ontario au travail pourrait mieux les aider. Maintenant que nous avons vu tout ça, je voudrais que l'on se penche sur les résultats quantitatifs. Ce graphique montre l'évolution de la composition de la clientèle d'Ontario au travail à Toronto. La ligne bleue, en haut, représente les personnes célibataires. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au début des années 1990, elle représentait environ 40 % de la clientèle pour atteindre environ 60 % à la fin 2016. Lorsque nous avons étudié la durée d'assistance des personnes célibataires, nous nous sommes aperçus que cela évoluait également au fil du temps. À partir de la fin des années 1990, la durée moyenne d'assistance d'une personne célibataire à Toronto était d'environ 20 mois. En 2016, on parlait de presque 35 mois. Lorsqu'on regarde de plus près qui sont ces personnes célibataires et quelles sont leurs caractéristiques, on s'aperçoit rapidement qu'il n'existe pas vraiment de profil type bénéficiant d'Ontario au travail à Toronto. Par exemple, près de 40 % de ces personnes célibataires sont des femmes et 40 % ont 45 ans et plus. On constate également que les jeunes hommes de moins de 30 ans représentent moins d'un 5e de la clientèle à Toronto. À partir de ces données, on voit très clairement que les personnes célibataires ne sont plus forcément de jeunes hommes comme autrefois. De plus, on constate également qu'environ 1/3 d'entre eux ont suivi une formation postsecondaire, collégiale ou universitaire.
Et un autre tiers, environ 35 %, souffre de problèmes physiques ou mentaux. Je pensais que ce qui allait ressortir comme caractéristique principale de cette population allait être le faible niveau en littératie et en numératie, mais il n'est que de 7 %. Cela dit, il se peut que ce chiffre soit en réalité plus élevé. On peut aussi tenter de mieux cerner les personnes célibataires en essayant de définir les différents groupes ayant des caractéristiques en commun. Grâce à une analyse dite en grappe, nous avons pu définir 5 grands groupes de personnes célibataires partageant certaines caractéristiques communes. Nous avons ici des personnes célibataires nées au Canada et détenant un diplôme d'études secondaires ou pas, des personnes célibataires nées au Canada et ayant une formation postsecondaire, des citoyens naturalisés ou des résidents permanents ayant un diplôme d'études secondaires ou pas, des citoyens naturalisés ou des résidents permanents avec une formation postsecondaire, et un 5e groupe composé de réfugiés et de demandeurs d'asile. Quand on observe cette infographie, on constate des différences démographiques dans les 5 groupes. Si on regarde de plus près les personnes célibataires nées au Canada et détenant un diplôme d'études secondaires ou pas, et que nous les comparons aux citoyens naturalisés et aux résidents permanents ayant un diplôme d'études secondaires ou pas, on voit que le groupe des personnes célibataires nées au Canada compte beaucoup plus de jeunes. Si on devait regrouper les personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou pas, on pourrait passer à côté de certaines des nuances et de certains besoins potentiels en matière de services différents entre ces 2 groupes. Ça pourrait avoir un lien avec là où ils en sont dans leur parcours de vie ou avec leur statut d'immigration ou leurs besoins. En matière de remise à niveau scolaire ou d'aide en littératie et en numératie, l'approche sera différente, car chaque groupe possède des caractéristiques et des besoins uniques. L'autre question importante que l'on voulait aborder avec cette recherche concernait les facteurs entraînant le départ d'Ontario au travail pour un emploi. Dans notre échantillon, 14 % des personnes célibataires avaient quitté Ontario au travail pour un emploi en 2016. Un certain nombre de facteurs permettent de savoir à l'avance si cela se produira ou non. Par exemple, des problèmes de santé, une incapacité, des problèmes de dépendance. Tous ces facteurs étaient associés à des probabilités plus faibles de trouver un emploi et donc de quitter Ontario au travail. Il est intéressant de noter que les faibles compétences en littératie et en numératie réduisent la probabilité de quitter Ontario au travail pour un emploi, mais uniquement pour les personnes célibataires de 30 à 45 ans, le groupe que nous avons appelé « en âge de travailler ». C'est très intéressant parce que quand on regarde de plus près ce même groupe, les 30 à 45 ans, on constate que 35 % de ces personnes célibataires avaient fait des études postsecondaires et que sans que l'on sache pourquoi, leur niveau de scolarité n'avait pas vraiment contribué à leur départ d'Ontario au travail pour un emploi. Ce sont plutôt les compétences en littératie et en numératie qui nous permettent de savoir si les personnes célibataires en âge de travailler quitteraient Ontario au travail pour un emploi. Donc, il y a probablement beaucoup de choses à creuser de ce côté, c'est-à-dire tout ce qui a un lien avec la combinaison des compétences ou l'équivalence des diplômes, etc. Mais je pense que cela indique que le rôle des compétences en littératie et en numératie est très important dans le fait que les clients en âge de travailler trouvent un emploi et finissent par quitter Ontario au travail. J'aimerais soulever un autre point en lien avec ces découvertes. Ce sont bien plus que juste des facteurs individuels qui font en sorte qu'une personne va quitter Ontario au travail pour un emploi ou non. Je tiens à souligner que les facteurs systémiques, politiques et environnementaux ont également un rôle à jouer. Par exemple, certains facteurs systémiques comme le taux de chômage local, la nécessité de demander une suspension de casier judiciaire et des problèmes de transport ont également des répercussions importantes sur la possibilité ou non de quitter Ontario au travail pour un emploi. Ceci vient conforter l'idée comme quoi le chemin du retour à l'emploi nécessite de prendre des mesures qui s'attaquent à la fois aux obstacles personnels et aux objectifs de stabilisation, ainsi que des politiques qui tiennent compte de l'environnement économique et légal dans lequel nous vivons. Dernière remarque sur cette diapositive. Cette analyse n'a pas forcément de lien de causalité, mais je pense que les liens qui sont faits ici sont vraiment intéressants et méritent qu'on s'y attarde davantage.
En matière d'analyse qualitative, avant de regarder plus en détail les résultats des entrevues, nous aimerions prendre un peu de temps pour discuter de ce qu'un tel travail en profondeur, comme celui-ci, peut nous apporter. Ces entrevues approfondies ont évidemment permis de compléter l'analyse quantitative dont nous avons déjà parlé, en dressant un portrait vraiment complet de la vie quotidienne et des expériences de chacun. C'est très important car bien souvent, les personnes bénéficiaires d'aide sociale sont décrites comme des clients ou des participants à un programme. En discutant avec les gens en tête-à-tête, on peut avoir un regard plus intime sur leur parcours de vie et comprendre au moins en partie la complexité de leur situation et des expériences qu'ils ont vécues. J'aimerais également souligner un autre point important. Les entrevues sont des outils extrêmement précieux. Les personnes que nous avons rencontrées ont vraiment aimé se prêter à cet exercice. Cela leur a permis de raconter leur histoire dans leurs propres mots. Au-delà de l'aspect financier, je pense que de nombreuses personnes étaient véritablement très heureuses d'avoir eu l'occasion de raconter leur histoire et d'aider à la prise de décision et à la conception du programme. Cela se voit en lisant certaines des citations sur cette diapositive. Donc, concrètement, qu'est-ce que les entrevues nous ont appris de plus au sujet des personnes célibataires? Au moment des entrevues, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, les personnes célibataires recevaient une allocation maximale de 706 $ pour se loger et répondre à leurs besoins de base. Au même moment, un petit appartement en demi-sous-sol à Toronto se louait à un peu plus de 1 000 $ par mois. Il est évident à la lecture de ces chiffres que les personnes célibataires ne pouvaient que lutter pour joindre les deux bouts et cette extrême pauvreté avait de toute évidence un impact sur tous les pans de leur vie. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Évidemment, dans ce contexte, c'est-à-dire une situation financière extrêmement précaire, de nombreux participants ont trouvé un certain nombre de techniques de survie. Chercher les bonnes affaires, demander de l'aide à la famille et aux amis, trouver des moyens de gagner un peu plus d'argent, bref, faire preuve d'imagination. Beaucoup de personnes ont parlé de congeler les restes pour de futurs repas, d'utiliser des coupons, etc. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que même si ces exemples montrent l'extrême résilience des participants, ils mettent également en lumière le difficile compromis que ces personnes doivent faire sur une base quotidienne. Je parle souvent de ces décisions impossibles à prendre, mais que les gens prennent quand même parce qu'ils n'ont pas le choix et qui ont un impact sur leur vie, leur santé et leur alimentation. Si on reprend l'exemple de Tony dans la partie grise de la diapo, sa situation de grande pauvreté l'empêche de faire des activités toutes simples, comme s'acheter un café, car il ne peut pas se le permettre. L'autre thème qui est revenu plusieurs fois au cours des entrevues fut sans surprise la hausse galopante des prix des loyers à Toronto. De nombreux participants ont parlé de l'instabilité et des conditions d'hébergement auxquelles ils devaient faire face. Nous avons notamment de nombreux participants qui ont parlé d'une détérioration de leurs conditions de vie, du fait de ne pouvoir louer que de petites chambres, etc. L'insécurité alimentaire et la hausse des problèmes de santé sont également revenus à plusieurs reprises. Les produits alimentaires de base deviennent de plus en plus inaccessibles pour beaucoup de personnes, ce qui les oblige à se tourner vers des aliments moins chers, mais moins bons pour la santé, voire à sauter des repas. À droite de l'écran, Maria nous dit « Je suis tombée malade parce que je ne me nourrissais pas correctement. Je ne mangeais qu'un samosa et une soupe par jour. Comment aurais-je pu rester en bonne santé avec un tel régime alimentaire? Comment voulez-vous que votre cerveau fonctionne correctement si vous ne mangez pas à votre faim? » D'autres personnes interrogées ont également fait état de problèmes de santé physique ou mentale et de l'impact que cela avait sur leur recherche d'emploi ou sur le fait de parvenir à garder un emploi. Certaines personnes ont par exemple indiqué avoir le sentiment d'être comme prises au piège, en trop mauvaise santé pour pouvoir travailler à temps plein et en trop bonne santé pour avoir droit au POS-PH.
L'autre thème qui est revenu à plusieurs reprises concernait l'endettement et le dossier criminel. Beaucoup de personnes ont indiqué ne pas parvenir à sortir de la spirale de l'endettement à cause de l'accumulation des intérêts. D'autres personnes ont parlé de leur difficulté à aller de l'avant à cause de leur dossier criminel et de leur incapacité à obtenir un pardon. Tout au long des entrevues, certaines personnes ont aussi parlé de la stigmatisation liée au fait d'être obligées de se tourner vers Ontario au travail et des différentes formes de discrimination auxquelles elles devaient faire face sur le marché du travail ou dans d'autres contextes. Même si c'est moins revenu au cours des discussions, certains participants ont indiqué éprouver des difficultés en lecture et en écriture et les conséquences de ceci sur leur carrière professionnelle. Un des participants, Peter, nous a par exemple partagé sa frustration d'être incapable de se concentrer à l'école. Même s'il n'a officiellement reçu aucun diagnostic de trouble d'apprentissage, il a manifestement des difficultés à lire et à écrire. J'aimerais vous lire une partie de sa citation que je trouve extrêmement touchante. « À quoi ressemblerait ma vie si je pouvais lire et écrire correctement comme tout le monde? Lire une offre d'emploi ou une recette sans l'aide de personne, ce serait génial. Rien ne serait impossible, je ne vivrais plus de l'aide sociale. » Comme vous pouvez sûrement l'imaginer, les défis auxquels sont confrontées ces personnes ne sont pas nouveaux. En fait, beaucoup de personnes dépendant d'Ontario au travail déclarent vivre dans des conditions similaires et d'autres types de familles recevant l'aide sociale font état des mêmes difficultés. Mais je pense que ce qui diffère, et c'est l'un des principaux enseignements de cette recherche, c'est comment les participants ont vécu tout cela et à quel point ils ont pu se sentir négligés. Dans certains cas, ils ont l'impression d'avoir reçu moins d'empathie ou des informations moins ciblées de la part des personnes avec qui ils interagissaient, que ce soit un travailleur social ou autre. Ils se sont parfois sentis comme la dernière roue du carrosse pour certaines choses, comme les aides au logement, et ont eu l'impression qu'ils ne méritaient pas d'aide parce qu'ils étaient célibataires. De plus, comme mentionné précédemment, les personnes célibataires reçoivent moins d'aide financière que les autres types de familles qui ont accès à d'autres avantages fiscaux. Tout ça ne fait que creuser le fossé des inégalités. Jennifer le résume très bien. Les gens nous regardent comme si c'était facile pour nous parce qu'on n'a personne à charge, mais en fait, c'est aussi dur pour nous que pour n'importe qui. Ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant constitue le plus grand défi auquel doivent faire face les personnes célibataires. Je crois que parmi les autres aspects importants de cette recherche et de ce travail en profondeur, il est important de souligner que les participants ont fait état de pas mal de circonstances contradictoires. Il est également ressorti des entrevues que cela pouvait être positif de dépendre d'Ontario au travail et qu'on avait souvent des interactions positives avec les travailleurs sociaux. Certains participants ont par exemple dit que leur travailleur social avait changé leur vie. Ils ont parfois mentionné que leur travailleur social prenait soin d'eux et allait plus loin pour les aider. Des mots très puissants ont parfois été utilisés. Felicia a par exemple dit, en parlant de sa travailleuse sociale, « Elle m'a traité comme un être humain, comme si j'étais sa seule et unique cliente. » D'autres fois, les participants nous ont dit avoir été aiguillés vers une formation efficace ou d'avoir tout simplement eu accès à une forme d'aide financière qui a fait toute la différence dans leur vie et les a aidés à se remettre en selle. Je vais conclure la partie qualitative là-dessus. Je pense qu'il est important de mettre en avant ces histoires de vie et ces personnes aux trajectoires riches, complexes et souvent contradictoires. Nous nous sommes aidés de ces 51 entrevues pour créer quelques 30 récits qui parlent de cette complexité qui se trouve dans notre 3e rapport. Nous avons également créé des vidéos qui relatent les expériences de personnes célibataires d'une manière extrêmement percutante. Si vous ne les avez pas encore vues, nous vous encourageons à le faire. Elles sont disponibles sur le site Web du Centre ontarien Innovation Emploi. Nous vous encourageons vivement à regarder ces vidéos et à les partager au sein de vos réseaux. Nous vous parlerons rapidement de la manière dont nous les avons utilisées à l'interne et nous vous encourageons à les utiliser au sein de vos organismes et à les faire connaître au plus grand nombre.
Nous avons conscience que cette recherche contient beaucoup d'informations intéressantes sur les aspects quantitatifs et qualitatifs, et nous voulions vous donner quelques points clés et champs d'application. Ce que je veux vous dire pour commencer, c'est que le fait de mettre l'accent sur les personnes célibataires et tout ce qui a émergé de ce travail n'est pas destiné à alimenter une discussion entre eux et nous. Il ne s'agit en aucun cas de sacrifier les besoins d'un groupe par rapport à un autre, comme les parents isolés ou d'autres types de familles. Cela ne signifie pas non plus qu'il existe une approche unique ou universelle pour toutes les personnes célibataires bénéficiant d'une assistance. Ce que nous espérons, c'est que ce que nous vous donnons aujourd'hui va faire naître de nouvelles conversations et nous aider à poursuivre le dialogue avec les personnes qui travaillent avec ces groupes de population. Parmi les points à retenir, il y a le fait que les personnes célibataires sont confrontées à de multiples obstacles et défis. Il est devenu très clair au fil des recherches que pour bon nombre d'entre elles, le changement allait se faire par étapes. Plusieurs formes d'aide peuvent être nécessaires pour faire face à ces défis et régler des situations de vie complexes. Plus on y réfléchissait et plus il était clair que nous devions, en tant qu'organisme et en tant que système, repenser la manière dont nous définissions et mesurions le succès. Nous étions tous d'accord sur l'importance de prendre des mesures moins drastiques et de suivre certains de ces marqueurs de progrès intermédiaires. Le deuxième point à retenir des entrevues, c'est que les personnes célibataires veulent que l'on s'occupe d'elles en prenant en compte leurs réalités et leurs besoins. C'est très important, car lorsqu'on analyse notre système d'aide sociale dans son ensemble, on sait que le nombre de cas diminue avec le temps. Bien qu'il puisse être tentant de penser qu'on a donc moins besoin de ressources pour aider ces personnes, dans les faits, les personnes qui sont encore dans le système ont besoin de plus de services plus variés et il est donc essentiel de discuter de ces ressources. Troisième point à retenir. La réponse aux besoins complexes des clients exige également différentes méthodes de travail. Par exemple, une meilleure collaboration entre les différents fournisseurs de services et une nouvelle manière de fournir des services plus intégrés et qui prennent en compte l'individu dans son ensemble. Cela s'applique également au programme AFB, car quand on se penche sur le type de partenariat dont on aurait besoin, on se rend compte qu'on doit discuter avec différents types de fournisseurs de services, du type de service proposé par le système et des opportunités qui s'offrent à nous afin de travailler différemment avec nos partenaires sur le terrain. Pour terminer, le quatrième et dernier point est en quelque sorte politique. Les personnes célibataires reçoivent moins d'aide financière de manière générale. Les recherches indiquent qu'elles restent en marge des discussions. Ce qu'il faut, c'est un changement important dans la politique publique afin d'améliorer les moyens de subsistance de ces personnes. Sans aide adéquate, on ne peut pas faire grand-chose pour aider ces gens à vivre dans la dignité et à saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Maintenant que nous en avons terminé avec cette recherche, nous voulions vous donner quelques exemples d'applications concrètes. On a réfléchi à la manière de vous présenter ces informations et on en est venu à la conclusion qu'elles se présentaient comme différentes couches. La planification et les mesures prises constituent une couche à laquelle nous pensons de plus en plus et sur laquelle nous avons travaillé. C'est ce qui se trouve dans le coin Bourgogne, en haut à gauche du diagramme. Ce que nous avons fait, c'est influencer les cadres supérieurs pour qu'ils parlent des personnes célibataires et qu'ils se mettent à leur place lorsqu'ils prennent des décisions. Concrètement, ça signifie que les célibataires sont désormais au premier plan des discussions sur la planification des ressources et des programmes. L'autre domaine, en particulier celui qui concerne les mesures, consiste à réfléchir à l'application de ces mesures. C'est apparu grâce à un ensemble de projets d'évaluation sur lesquels notre équipe a travaillé. Bien que ces projets se soient concentrés sur d'autres groupes de population, cela nous a permis de réfléchir davantage à ce à quoi ces mesures plus souples pourraient ressembler, donc penser à la résilience ou à d'autres concepts tout aussi importants à mesurer. Passons à une autre couche ou un autre domaine d'application, la partie en haut à droite. La recherche et sa diffusion.
Fait important, le partage des résultats avec d'autres intervenants. Nous avons eu l'occasion de faire une démonstration avec des fournisseurs de services et différents membres de la communauté un peu plus tôt cette année et de partager cela avec différents services sociaux un peu partout dans la province grâce à une conférence. Dans l'ensemble, je dirais que cela a contribué à créer des discussions très intéressantes sur la manière dont la réforme de l'aide sociale prend forme et à se poser les bonnes questions sur les raisons pour lesquelles il existe des règles différentes pour les personnes célibataires. Autre domaine d'application, la pratique de première ligne. Nous avons intégré les vidéos dont j'ai parlé plus tôt dans la formation portant sur la planification des services pour le personnel de première ligne. Elles ont permis de sensibiliser le public à la problématique de la pauvreté pour faire la lumière sur certaines circonstances du quotidien et certains facteurs de stress que certaines personnes éprouvent. Un quatrième domaine d'application concerne la prestation de programmes et de services. Il y a notamment un exemple qui a influencé ou du moins incité à la réflexion au sujet de ce qui est présenté à l'accueil de nos locaux. Notre équipe de communication a participé à la création d'une vidéo à diffuser dans ces espaces en veillant à ce que les besoins des personnes célibataires soient mis au premier plan et à ce que les services et les aides que nous relayons sur le canal d'information soient pertinents. Autre élément qui est ressorti de cette recherche, la validation de certaines des approches en cours. Par exemple, nous avons participé à un certain nombre de projets pilotes de gestion de cas innovants qui poussent vraiment la planification des services un peu plus loin dans le but de répondre à divers besoins. Par exemple, adopter une approche de cohorte qui examine les services offerts aux individus en tant que groupe et également mettre en place des partenariats avec différents organismes pour plus de planification pour les personnes ayant besoin de différents types d'aides, etc. Avant de continuer et de passer à la période des questions, nous voulions prendre quelques minutes pour parler des résultats d'un autre projet de recherche sur lequel nous travaillons. Ce projet vise les personnes ayant quitté Ontario au travail et même si nous n'en sommes qu'aux prémices de notre analyse, nous espérons de notre côté que ces premiers résultats susciteront une bonne discussion ainsi qu'une réflexion plus approfondie sur les pistes d'investigation que nous pourrions commencer à suivre en examinant les données que nous avons récoltées. Cette étude s'appuie beaucoup sur celle sur les personnes célibataires et cet engagement interne en matière de recherche et le fait de s'assurer que nos programmes et services et mécanismes de prestation se basent sur des données probantes. Autre fait marquant, il y a très peu d'études sur les personnes ayant quitté Ontario au travail, surtout ces dernières années. On a là une occasion de combler une lacune importante en matière de connaissances au sein de la province afin de mieux comprendre les parcours des personnes qui ont quitté Ontario au travail. Au niveau du contexte, plusieurs facteurs font de cette recherche une recherche importante. Nous savons que le marché du travail a considérablement changé et l'emploi est sans conteste devenu plus précaire. Au niveau de la clientèle, de plus en plus de personnes indiquent faire face à des obstacles importants. Nous voulons savoir à quoi ressemble leur parcours dans ce contexte. À l'échelle provinciale, nous savons qu'il y a un regain d'intérêt pour les résultats en matière d'emploi et pour s'assurer qu'il y ait moins de retour à l'aide sociale. En ayant tout cela à l'esprit, nous voulions voir qui exactement quitte le système et mieux comprendre ces expériences afin que les services et les aides proposées soient plus pertinents et que nous ayons de meilleurs résultats dans l'ensemble. En ce qui concerne certains objectifs précis de la recherche, à l'instar de l'étude sur les personnes célibataires, nous souhaitons mieux comprendre les caractéristiques démographiques des personnes qui quittent Ontario au travail.
Nous souhaitons également passer en revue les raisons de leur départ et leurs expériences avec le marché du travail par la suite. Comme nous connaissons les services et les aides dont elles bénéficient, nous souhaitons savoir ce qui peut les avoir aidés à partir et ce qui pourrait être amélioré dans ce domaine. L'autre secteur clé au sujet duquel nous aimerions en savoir davantage, c'est à quel point leur situation financière et d'autres situations liées à la pauvreté ont changé depuis leur départ. Nous nous intéressons énormément à ce qui tourne autour de la qualité de vie. D'un point de vue quantitatif et statistique, regardons les facteurs qui pourraient empêcher ou laisser présager un retour à l'aide sociale. Tout comme l'étude sur les personnes célibataires et les méthodes appliquées dans ce contexte, cette étude adopte une approche en deux parties. La première partie de l'étude est terminée, mais nous sommes toujours en train d'interpréter les résultats. Il s'agissait d'un sondage téléphonique à grande échelle réalisé auprès de personnes ayant quitté Ontario au travail début 2018. En nous associant à un fournisseur indépendant, nous avons pu appeler plus de 6 000 personnes ayant quitté un an plus tôt. Parmi ces personnes, 540 ont répondu au sondage. Le taux de réponse est un peu faible, mais nous nous en doutions étant donné que cette population est plus difficile à rejoindre et qu'un certain nombre de facteurs peuvent nous empêcher de contacter les personnes ayant quitté le système. La deuxième partie de l'étude se compose de groupes de discussion constitués de personnes ayant quitté Ontario au travail et peut-être des sous-groupes de personnes ayant quitté Ontario au travail pour mieux comprendre leur expérience. Espérons qu'une partie des constatations que nous obtiendrons grâce aux réponses du sondage nous aidera à y voir plus clair sur qui doit participer à ces groupes de discussion et sur les questions que nous devrions poser. Les premières bribes d'informations indiquent qu'environ 48% des répondants quittent Ontario au travail pour un emploi ou de meilleurs revenus. Parmi les autres grandes catégories de réponses, 17% partent pour une autre prestation gouvernementale et 9% pour étudier ou faire une formation. Au niveau démographique, environ la moitié étaient des hommes. La moitié était âgée de 25 à 39 ans ou était en âge de travailler. 69% de ces personnes étaient célibataires. Cela vient conforter les résultats de l'étude sur les personnes célibataires. L'autre découverte intéressante, c'est que 67% des répondants étaient nés à l'extérieur du Canada, ce qui vient confirmer la tendance. 45% des répondants avaient fait des études postsecondaires. On ne peut pas encore en tirer de conclusions définitives, mais ce sont des chiffres plus élevés que notre moyenne habituelle, qui tourne autour de 30%. En ce qui concerne certains secteurs méritant d'être mentionnés dans les résultats de l'enquête, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de personnes font état d'une expérience positive du marché du travail. Comme je l'ai mentionné, environ 50% des individus ont quitté Ontario au travail pour un emploi ou pour de meilleurs revenus. La majorité de ces personnes parlent de partir pour des emplois permanents et à temps plein, ce qui est bon signe. Mais 50%, cela signifie qu'un autre 50% n'a pas quitté le programme pour un emploi, et c'est important de garder cela à l'esprit. Autre point à retenir, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés et se sentent sans filet social après leur départ. Par exemple, parmi les personnes qui ont quitté Ontario au travail pour un emploi, 62% déclarent ne bénéficier d'aucun avantage dans leur emploi actuel. Cela a beau être des emplois permanents et à temps plein, ils n'ont droit à aucune assurance maladie ou dentaire, par exemple, ni à aucun autre type d'aide. Autre chose, si 50% des personnes qui ont quitté le programme déclarent avoir le sentiment que leur situation s'est améliorée, beaucoup de personnes ont déclaré que leur situation financière était identique, voire pire après leur départ, ce qui est assez édifiant. En même temps, on constate aussi qu'un nombre important de répondants, plus de la moitié d'entre eux, déclarent avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. 69% ont déclaré être très stressés financièrement et beaucoup avaient peur de ne pas pouvoir manger à leur faim. Il est important d'approfondir certains problèmes concernant les parcours des personnes après leur départ, en particulier dans les domaines de la pauvreté et de la qualité de vie, tels que mentionnés plus tôt.
Le troisième point à retenir, c'est qu'une nouvelle problématique émerge actuellement et suggère qu'une forme d'aide serait nécessaire pendant la période de transition. Comme l'a dit quelqu'un, « Ce serait bien que quelqu'un prenne de nos nouvelles et nous demande si tout va bien au travail, histoire de savoir si quelque chose ne va pas, justement. » Nous ne voulons pas en faire trop, mais je pense que c'est un point important. Nous pourrions réfléchir à un certain nombre d'aides pour favoriser la transition. Ce que nous espérons avec les groupes de discussion, c'est de trouver quel type d'aide pourrait être utile, à quoi cela pourrait ressembler sur le terrain et, éventuellement, qui serait le mieux placé pour fournir ces aides. Pour conclure, voici quelques-unes des étapes suivantes. En ce qui concerne l'étude sur les personnes célibataires, nous continuons de travailler avec divers publics pour pouvoir partager les résultats de l'étude. Nous sommes prêts à continuer en ce sens. J'aimerais beaucoup savoir si vous pensez qu'il existe d'autres tribunes qui pourraient bénéficier de ce type d'informations. La deuxième étape concerne l'étude des personnes ayant quitté Ontario au travail. Nous prévoyons compléter cette enquête par des groupes de discussion ciblés afin de mieux comprendre les différents parcours et les différentes circonstances de la vie et creuser certains domaines clés qui ressortent de l'analyse. Nous en sommes d'ailleurs également aux premières étapes d'une analyse documentaire qui examine les meilleures pratiques en matière de maintien de l'emploi. Cela nous renvoie à l'aide à la transition et à la question de savoir qui serait potentiellement le mieux placé pour l'offrir. Enfin, au niveau divisionnel, nous travaillons sur un projet qui passe en revue les mesures moralistes des progrès des clients, car nous souhaitons mettre l'accent sur des secteurs de pauvreté et d'auto-efficacité qui n'ont jamais été pris en considération. Le moteur ici, c'est de donner aux assistants sociaux et à la division une meilleure idée de la manière dont les clients se portent et dont pourrait procéder la division pour être plus sensibilisée à tout ce qui entoure les besoins immédiats. Nous avons reçu quelques questions dans l'espace de clavardage tout au long du webinaire et j'en ai moi aussi quelques-unes. Je vais aussi remercier Christine et Yuna. Nous avons quelques questions pour vous. Je voudrais commencer par demander aux participants du webinaire s'ils estiment en savoir suffisamment sur leur clientèle Ontario au travail. Certaines personnes, je dirais une minorité, estiment avoir suffisamment d'informations. Je pense qu'il est important de mentionner qu'il s'agit d'une étude basée à Toronto, donc selon l'endroit où vous vous trouvez, vos données locales d'Ontario au travail pourraient varier. Je pense que ce qui est important, c'est ce que font les services d'emploi et sociaux de Toronto avec ces informations. Christine et Yuna, pouvez-vous retourner à la diapo 12? Je trouve ça fascinant. Vous n'avez pas beaucoup parlé des icônes en bas, mais pour moi, c'est vraiment important. Vous avez déterminé 5 types de personnes célibataires, mais vous avez également découvert que certains groupes de personnes rencontraient plus de difficultés que d'autres. C'est bien qu'on revienne sur cette diapo, en effet. Concernant les difficultés, ce que je retiens, c'est qu'il y a des points communs, mais aussi des différences, même si c'est un peu logique finalement. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les 4 premiers types, tout le monde sauf les réfugiés, les 3 premiers obstacles étaient vraiment similaires. Ce n'est qu'au 4e obstacle que nous avons commencé à voir quelques différences. Avec notre premier groupe, le premier obstacle était les problèmes judiciaires. Concernant le deuxième groupe, les personnes nées au Canada et ayant un diplôme postsecondaire, c'était plus un problème d'incapacité. Les réfugiés avaient les mêmes difficultés, probablement dues à leur arrivée au pays.
Je pense que cela témoigne du fait que la pauvreté et le fait de vivre dans la pauvreté entraînent des défis, mais en même temps, c'est quelque chose d'unique sur lequel nous devons nous pencher. Un de nos participants a 3 questions, à commencer par « Quel type d'analyse avez-vous utilisé pour déterminer les facteurs entraînant un départ d'Ontario au travail? » Il s'agissait d'une analyse de régression, plus précisément centrée sur la survie. En réalité, ce n'est qu'une méthode statistique pour voir quelles variables ou quels facteurs ont un lien important avec les résultats. Dans ce cas précis, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la personne a quitté Ontario au travail pour un emploi ou non. Puisque nous avons la chance de disposer d'un ensemble de données assez riches au niveau individuel, nous sommes en mesure de faire ce type d'analyse. Tout cela fait partie du rapport de travail numéro 4. Il y a une annexe pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'aspect technique. Je m'adresse aux participants d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez utiliser certaines des informations ou des analyses présentées aujourd'hui au quotidien? Pourquoi? Pourquoi pas? De quelle manière les chercheurs ou les travailleurs sociaux pourraient-ils utiliser ces 30 récits ou profils que vous avez créés? Ça pourrait aussi être une bonne question à poser. J'aimerais beaucoup avoir l'avis des autres sur ce sujet. Ce qui nous a motivés à faire cela, c'est que nous voulions insister sur le fait que ces histoires comptent vraiment. En matière d'application, ici à la Ville de Toronto, ce qui s'est passé, c'est que les travailleurs sociaux, le personnel en première ligne, etc., peuvent naviguer là-dedans et utiliser cela comme piste de réflexion ou pour entraîner des discussions sur la prise de conscience de la pauvreté ou sur le lien qui existe avec les personnes qu'ils servent ou encore comment les perspectives peuvent être différentes. Le discours peut varier en fonction du travailleur social et nous espérons donc que cela pourrait permettre de faire une pause, de réfléchir et de générer une forme d'empathie. Ceci s'inscrit dans la même ligne que le travail que nous effectuons ici pour créer des relations plus positives. Nous sommes un service humain et les relations, c'est important. Du côté de la recherche, on espère tendre vers des mesures plus douces. C'est souvent beaucoup plus facile de communiquer à l'aide de données quantitatives, mais il est essentiel de mieux cerner et de prendre le temps de comprendre le parcours de vie de ces gens. Je pense que c'est grâce à ce type de discussion que nous commençons à comprendre que ce n'est pas seulement une question d'emploi ou de formation. Il faut aussi voir l'aspect qualitatif. Comment vous vous sentez, si vous avez plus confiance en vous, etc. Certains paramètres sont plus difficiles à mesurer et d'autres choses commencent à être plus claires pour nous. Je pense que c'est tout à fait vrai. En ce qui concerne les autres lacunes que l'on retrouve dans les services, certaines des découvertes qui ont été faites ici sont des expériences qui ont été partagées par un grand nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui travaillent mais restent pauvres. Je pense qu'il est important de le reconnaître et de mentionner également que certains dépassent le cadre de la prestation de services et nécessitent différents types de réponses en fonction des politiques. Par exemple, certaines personnes ont mentionné que le logement était un problème important. La crise du logement dans la province est bel et bien réelle et il y a des choses à mettre en place au niveau provincial, donc au-delà du local. L'autre chose qui m'a frappée, c'est le dossier criminel. Ça m'a fait réfléchir à la manière dont on pourrait s'associer à différents fournisseurs de services pour trouver de l'aide concernant les demandes de pardon ou d'autres formes de soutien, et également à la manière dont on utilise notre bassin de financement discrétionnaire, car la demande de pardon n'est pas gratuite. Réfléchissons donc à la manière dont nous pourrions étendre notre couverture en interne pour aider les gens dans ce domaine. L'autre élément soulevé concerne les problèmes importants liés aux dettes et aux prêts à des conditions abusives. C'est un domaine qui pourrait être réglementé et géré par une politique. Du côté des services, nous avons aussi un rôle à jouer en matière de littératie financière et d'aide à apporter pendant la période des impôts. Le système de services sociaux au sens large a un rôle à jouer dans certains de ces domaines. À mesure que la province change d'idée sur ceux qui devraient être responsables des services d'emploi, on met de plus en plus l'accent sur l'aide permettant d'avoir une vie plus stable. Je pense qu'on est en droit de savoir qui fournit ces aides. Il y a des limites à ce que les partenaires d'Ontario au travail peuvent faire dans ce domaine. Et la réalité, c'est que nous n'avons pas d'expertise dans tous les domaines pour pouvoir offrir cette aide.
Je pense donc que les partenaires communautaires devraient avoir un rôle plus important à jouer. Tout au long de ces 30 récits, je me suis demandé si les questions que vous aviez posées aux participants lors des entrevues se trouvaient dans ce document, et si ce n'est pas le cas, si on pouvait quand même y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce serait super si on pouvait y avoir accès et utiliser certaines de ces questions pour obtenir plus d'informations sur les obstacles auxquels les gens sont confrontés. Le rapport ne contient pas les questions, non. Je pense qu'il est important de mentionner qu'il s'agissait d'entrevues menées vraiment en profondeur, donc même si on suivait une sorte de trame, le sens que prenait la discussion dépendait vraiment de qui on interrogeait. Nous pourrions également partager certaines informations de notre enquête auprès des personnes ayant quitté Ontario au travail. Vous avez abordé 2 ou 3 éléments vraiment importants, l'un étant le changement de gouvernement et la probabilité de mettre davantage l'accent sur les personnes sous-représentées ou vulnérables. Dans mon esprit, c'est cela qui rend cette conversation particulièrement pertinente. Question d'un participant. Parmi les personnes ayant quitté Ontario au travail pour un emploi, disposez-vous de données sur le nombre de personnes ayant eu recours au service d'Ontario au travail auparavant ou qui sont retournés vers Ontario au travail? Nous sommes encore en train d'analyser cela. Nous avons dû retourner consulter les données administratives et regarder combien de personnes étaient chez Ontario au travail. C'est une bonne question. Au niveau des retours, 540 personnes ont été interrogées et parmi ce groupe, environ 10 % sont retournés vers Ontario au travail. Nous continuons d'analyser les données et nous essayons de pousser nos recherches pour savoir qui sont ces personnes et si elles ont des caractéristiques communes sur lesquelles nous pourrions nous concentrer. J'aimerais ajouter que, concernant les personnes célibataires en particulier, nous avons pu remonter jusqu'en 2002 et voir combien de fois elles avaient bénéficié de l'aide sociale. Si vous consultez le rapport de travail numéro 1, on parle d'une moyenne de 2 fois. Cela dit, ça ne concerne que Toronto. Nous ne disposons pas de données pour le reste de la province. Question d'un participant. Avez-vous une définition de ce qu'est une vie stable? Une façon de voir les choses consiste à ne pas trop mettre l'accent sur la recherche d'emploi. Nous savons maintenant que nous devons aborder le côté social des choses, les facteurs intermédiaires tout au long du parcours, des choses comme la santé mentale, les soins à donner aux enfants, etc., en veillant à ce que tous les éléments importants de la vie d'une personne soient bien pris en compte. Nous nous orientons essentiellement vers cela au niveau divisionnel. Ce terme est de plus en plus utilisé dans la province comme terme générique pour parler d'un éventail d'expériences et de besoins. Cela couvre le domaine des besoins urgents pour inclure les autres besoins simultanés aux besoins d'employabilité. Nous avons appris que les personnes arrivent à des formations avec des problèmes sur lesquels il est important de s'attarder. C'est une question importante. Je suis curieuse de voir la définition de la province et ce que cela signifie pour les fournisseurs de services d'Ontario au travail. Ce sera intéressant de voir comment les défis, les besoins et les obstacles complexes rencontrés par les individus seront abordés et s'il y aura un soutien politique pour aider les personnes en première ligne à gérer ces situations et aussi tout ce qui concerne les changements que les services d'emploi connaissent actuellement. Une bonne partie de ce que vous avez présenté ici aujourd'hui est très pertinente en termes d'alphabétisation et de formation de base. Nous avons une autre question d'un participant. Si je comprends bien la question, au cours des entrevues, nous avons demandé aux participants de nous faire des suggestions sur ce qu'Ontario au travail pourrait améliorer. Une partie de cette discussion se trouve dans le 2e rapport. Si on approfondit, c'est plutôt rafraîchissant de voir que cela concerne essentiellement le travailleur social. On parle de faire preuve d'empathie et de bâtir une relation de confiance, des choses qui permettent de créer une interaction et une relation plus positive. C'est une relation assez intime que vous développez. Si cette question a été posée à la suite de l'étude sur les personnes ayant quitté Ontario au travail, je dois dire que ces études ont certaines limites. L'enquête téléphonique que nous avons menée auprès des personnes ayant quitté Ontario au travail a duré environ 25 minutes. La question des améliorations que pourrait apporter Ontario au travail se trouvait tout à la fin. C'était une question ouverte, mais nous n'avons pas obtenu beaucoup de réponses, donc nous ne souhaitons pas en dire davantage. Question d'un participant.
Est-ce qu'une présentation de ce webinaire dans les bureaux d'Ontario au travail partout dans la province est prévue? Nous n'avons pas reçu d'autres invitations, mais nous sommes ouverts à cette possibilité. Nous avons fait une présentation dans la région de York il y a environ 1 an. Il n'y a aucun programme AFB dans la province qui n'ait pas fait le choix de la prestation intégrée, donc je serais curieuse de savoir ce que votre recherche démontre. C'est vers là que nous allons. Nous allons de plus en plus voir des gens qui sont plus difficiles à servir et nous allons devoir développer des approches différentes afin de répondre efficacement à leurs besoins. C'est la question à 1 million de dollars. Pour notre bureau, c'est une priorité. Il existe des centres communautaires où plusieurs services sont regroupés dans un seul et même bâtiment, par exemple. Je suis certaine qu'il existe de nombreuses solutions créatives. Nous devons également examiner l'intégration des systèmes. Qu'en est-il des outils d'évaluation partagés ou de gestion des cas? On en discute en ce moment. Je pense que c'est la direction que prend l'intégration. Il faut donner plus de poids au travail sur le terrain. On ne met pas beaucoup l'accent sur la documentation ou la mesure de ces aides, donc je pense que nous devons regarder à quoi ça ressemble le succès. Nous devons soutenir les liens entre les services et nous assurer que les références sont utiles. Mais sans données, il est difficile d'avoir des discussions portant sur l'intégration. C'est essentiel, les données. Eh bien, c'est la fin. Encore une fois, j'aimerais remercier Christine et Yuna. N'oubliez pas que vous pouvez trouver diverses ressources dans le lien à l'écran. J'aimerais aussi remercier Sarah Stocker et Contact Nord de nous avoir aidés à organiser ce webinaire. Merci Tamara et Joanne pour votre aide. Merci Christine et Yuna pour votre temps et votre implication.